Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mordu. C'est le premier épisode de l'année, c'est aussi les 2 ans de Mordu. 2 ans que nous accueillons les meilleurs riders et experts de la planète glisse et outdoor. Quand on a démarré Mordu, on souhaitait proposer un contenu de qualité, inclusif, bienveillant, et qui permettrait de naviguer de manière super fluide entre les différents univers de la glisse. 2 ans plus tard, notre intuition était juste. Jamais les sports de glisse n'ont été autant crossover, chaque pratiquant étant invité à passer d'un support à l'autre en fonction des conditions et des envies. Et ce n'est pas notre invité du jour qui va nous contredire, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mathieu Crépel sur le plateau de Mordu. Mathieu est multiple champion du monde de snowboard, mais aussi un passionné de surf qui a déjà surfé Jaws. Il revient tout juste de la Transat Jacques Vabre, la mythique course de voile à laquelle il participait pour la première fois. Vous allez découvrir une personnalité hors du commun, amoureux de découvertes, de nature et de rencontres. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu. Mathieu Crépel, la vie comme terrain de jeu. Salut Mathieu, bienvenue sur Mordu. Salut. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis super heureux de t'accueillir. Alors on a parlé plusieurs fois de toi ici, avec Damien Castera ou Alex Kézergue. Alors Alex, il était dithyrambique à ton sujet en disant gentil. Que tu étais une source d'inspiration pour lui, que tu le faisais rêver, voyager. Wow. Alors, quand on connaît la vie d'Alex, effectivement, ça impose le respect. Alors il nous a parlé de toi comme un ancien snowboarder, passionné de surf et amoureux de la nature. Alors dis-nous, tu es toujours un snowboarder et comment toi tu te présentes ? Alors me présenter c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'entrées différentes, mais je suis clairement pas un ancien snowboarder. Désolé Alex, j'ai beaucoup de respect pour toi aussi, mais là tu te trompes. Non, je suis toujours à bloc de snow, ça reste ma passion numéro 1. Il a neigé de folie partout et je suis comme un gamin pour aller partir rider parce que je vois des images, je vois tous les potes qui se régalent et que j'ai pas encore mis les pieds sur la neige. Mais après c'est enthousiaste, amoureux de la nature, ça c'est clair. Et puis qui en fait représente pour moi une source d'inspiration énorme parce que c'est un terrain de jeu exceptionnel et que moi je m'attache à. On a la chance de pouvoir jouer avec cette nature et en fait c'est notre jouet principal et quand on est gamin on a envie qu'une chose, c'est que notre jouet on le garde le plus longtemps possible en bon état et donc je pense que c'est pour ça qu'on est attaché aussi à vouloir respecter nos terrains de jeu parce que c'est une source d'inspiration et d'expression immense. Typiquement par rapport aux gens qu'on reçoit ici, toi t'es vraiment un enfant de la balle dans le sens où t'es presque né avec un snowboard sur les pieds et depuis tu continues. Comment ça a commencé ? Explique-nous un peu. Alors ça a commencé dans le sud-ouest de la France, entre les Pyrénées et l'Atlantique, dans une famille qui était déjà fan de glisse, de sport, d'un peu tout. J'ai eu la chance d'avoir des parents. Mon père était moniteur de ski, mes parents passer les hivers en montagne et l'été sur la côte landaise au début et donc dès gamin j'ai été immergé dans ce cycle déjà le cycle de l'eau en fait malgré nous un peu où la neige l'hiver et l'océan l'été et puis en fait j'ai accroché à ce lifestyle là, j'ai accroché aux expériences, j'ai commencé le ski très jeune parce que mes premiers hivers, je suis né en octobre et dès le mois de décembre, j'avais 2 mois, mes parents bossaient en montagne donc j'ai passé l'hiver là-haut, je commençais à jouer dans la neige, à avoir des patinettes dès que je tenais debout et puis des skis. Et puis ensuite quand le snowboard est arrivé un peu plus tard, du snowboard et puis le surf l'été quand ça allait avec et puis entre les saisons c'était du sport tout le temps quoi. J'ai fait plein de sports différents à essayer. Il y en a dans lesquels j'ai pas excellé du tout et ça s'est vite terminé mais j'ai eu la chance d'avoir des parents très sportifs et très curieux aussi de plein de choses et de me donner la possibilité d'essayer et en fait ils voyaient que ça marchait bien avec moi, que j'étais un bon client et que j'étais curieux, que je m'éclatais surtout. Donc, il continuait. Ouais, énorme. D'ailleurs, je sais pas, t'as des frères et sœurs ? J'ai une petite sœur, on a 5 ans et demi d'écart. Et pour le coup, elle a moins pris ce côté-là.
Donc voilà, ça a été un peu différent. Ça a pu être parfois un petit peu difficile pour elle parce que justement elle était un petit peu moins dans le moule que moi par rapport aux sensibilités de mes parents et de mon père notamment. Donc elle a eu un peu plus de mal à s'affirmer, même si aujourd'hui tout va très bien. Mais je sais qu'il y a eu une période où c'était où pour elle ça a été un peu plus difficile. Un peu ras-le-bol d'être sur les spots, les pistes de ski sans cesse, quoi. Ouais, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, ce que tu dis, c'est que t'as grandi dans un environnement favorable pour développer tout ce que t'as développé derrière. Mais il n'y a pas eu d'obligation, c'est un vrai choix, c'est un truc que tu as en toi depuis tout petit. Ouais, je pense, je sais que quand j'étais un peu plus jeune, il y a eu les gens parlent toujours, et puis enfin voilà, j'avais des parents, mon père était très impliqué dans la glisse parce qu'il bossait dans l'industrie de la glisse et donc je sais qu'il y a des gens qui ont dit mais le petit Crépet il est poussé, enfin c'est une machine ou machin, si vous voulez, mais sauf que enfin voilà, aujourd'hui j'ai 37 ans, je continue à vivre de ma passion et j'espère le faire le plus longtemps possible. Donc je suis absolument pas, à aucun moment je me suis senti poussé, c'est juste qu'ils m'ont donné les clés pour que je m'éclate. Et en fait, je m'éclatais. Donc derrière, je pense que pour des parents, il n'y a pas plus cool que de voir son gamin qui s'éclate dans un truc et de l'aider à s'épanouir. Et moi, je le vois comme ça et je les remercie énormément parce qu'ils m'ont fait confiance tout en mettant aussi des limites. Voilà, il a fallu que je continue d'aller à l'école, d'avoir une base solide au niveau des études, de garder au maximum l'humilité. On reste dans un milieu qui est confidentiel. On ne fait que du sport. On sauve pas des vies tous les jours. On change pas le monde. Et même si tu fais ça, il faut rester soi-même. Il faut rester. Ça, tu dis ça maintenant, mais pour que tout le monde nous suive, hein, toi, un peu le début de ta carrière de pro rider, elle commence, je crois que t'as 10 ans, quoi. À partir de 10 piges, tu commences à être médiatisé et à... Ouais, même un peu avant. Ouais. Même un peu avant, ouais. C'est vrai que j'ai eu ce côté un peu... enfant prodige, pionnier, je sais pas, mais en tout cas le premier gamin aussi jeune, une sorte de mascotte aussi jeune à faire du snow, du surf, du ski, parce qu'en fait avant de faire du snow, vraiment je faisais du ski, mais du ski du kilomètre lancé. En fait, je faisais le ski alpin de base, j'en ai fait parce qu'à un moment donné c'était le passage obligé avant que le snowboard existe et tout, mais de faire des piquets, d'aller à droite à gauche autour de portes rouges et bleues alors qu'il y avait de la poudreuse partout et les jours de grand beau temps et tout, pour moi c'était une aberration, quoi. Et donc assez vite j'ai fait des disciplines alternatives. Donc j'ai fait dès qu'il y avait un peu de poudreuse, j'ai essayé de sortir des pistes, même si c'était pas à ce moment-là. Et c'est pour ça que le snowboard a vraiment révolutionné quelque chose chez moi, c'est que ça m'a en fait vraiment ouvert l'esprit sur ce qu'était la montagne dans son ensemble. Alors que le ski à ce moment-là, c'était du ski de piste. Ouais. Il y avait pas beaucoup de ski freeride. On avait des skis qui faisaient, je sais pas, c'était des cure-dents, quoi. On avait des tout petits skis qui étaient pas larges. La révolution des skis larges, des paraboliques et tout, c'est venu avec le snowboard plus tard, beaucoup plus tard. Je vous parle de ça quand j'avais 6-7 ans, c'était dans les années 90-91. Et le ski, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et grâce au snow, en fait, parce que le snowboard était à ce moment-là, et ça allait toujours l'outil ultime pour aller en poudreuse. Et ma première fois en snow, c'était en poudreuse. Et mon père avait demandé, il avait un pote qui fabriquait des planches, ils ont pris une planche d'adulte qu'ils avaient fabriquée, ils l'ont coupée. Ils ont mis des fixations de ski dessus et ils m'ont amené à la Mongie, ma station d'origine, dans la poudreuse. Parce que le snowboard, c'était fait pour la poudreuse. Et donc, j'ai galéré comme pas possible. J'avais 7 ans, je pense. Ouais, donc les 30 cm de poudreuse, ils sont déjà bien hauts. C'est ça. Et puis, mais sauf que ça m'a permis, d'un coup, j'ai fait, mais la montagne, c'est tout ça. Donc, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. Et là, c'était parti, quoi. Ah, énorme. Et alors, je crois qu'un de tes premiers trips, t'es parti au Groenland, t'étais tout minot avec Quicksilver. Ouais, je suis parti à l'âge de 10 ans. Pareil, en fait, ça s'est fait un peu par opportunité. Quand je disais que mon père était dans l'industrie, c'est que mon père est rentré à travailler chez Quicksilver à partir de
1990 et en 95 donc sous l'impulsion de Marichou Darigrand et Philippe Fragnol, photographe, ils ont monté ce trip pour aller explorer la côte est du Groenland qui n'avait jamais été ridée, ni en ski ni en snow. Souvent il y avait des trips qui avaient été faits sur la côte ouest, mais la côte est qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus authentique et beaucoup plus difficile d'accès, n'avait jamais été explorée. Et je crois 1 an ou 2 avant, il y avait Bernard Mariette qui était arrivé à la tête de Quick et qui est tombé sur une photo de moi ou une vidéo ou un truc, qui a dit mais ce trip là au Groenland, il faut ce gamin. Et tout le monde lui a dit mais t'es un malade, on va pas envoyer un gamin de 10 ans partir au Groenland, faire une expédition dans un lieu où personne n'a jamais été. Il en a parlé à Marichou qui était la directrice marketing à ce moment-là, et Marichou a dit bah ouais, je me sens de l'emmener. Donc ça a été ma maman de substitution pendant 3 semaines. Et puis je suis parti avec mes modèles qui étaient Serge Vitelli, Bertrand de Nervaux, Mathieu Vincent, et enfin voilà le team à cette époque-là. Et puis je me suis retrouvé au Groenland à rider avec mes modèles dans un lieu sauvage, exceptionnel, des paysages inouïs et puis une culture incroyable aussi, quoi. Et quand tu te fais ce trip là à 10 ans, là, ça doit te marquer au fer rouge. S'il y a un truc que tu as retenu, c'est quoi? C'est je veux être pro rider, je veux continuer à voyager. Qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là? Quand on est gamin, on vit le moment présent à fond, et c'est pour ça que moi je m'attache à on y reviendra peut-être un petit peu, mais ce côté enfantin, cette simplicité, cette authenticité qu'on a quand on est gamin, je pense je m'attache vraiment à la garder et à essayer de transmettre ça. Souvent, quand je participe à des sessions avec la Water Family, on en reviendra aussi, mais voilà, où on va sensibiliser des gamins dans les classes et tout, je leur dis ne grandissez pas trop. Et ouais, j'ai vécu ça, mais à fond, sans trop me poser de questions. Et c'est a posteriori, je pense que je me suis dit waouh, mais en fait, si grâce au snowboard, je peux continuer à vivre des expériences comme ça, eh bien ouais, je vais essayer de faire en sorte que je puisse faire de ma passion un métier, ou l'inverse, je sais pas, mais ouais, ce voyage m'a marqué profondément sur à la fois la beauté de l'environnement dans lequel on peut être, parce que j'ai vraiment vécu des choses exceptionnelles où chaque ligne, chaque face qu'on descendait finissait dans l'océan, dans la banquise. C'était incroyable. On a été au plus près dans un petit village, donc on vivait avec les Groenlandais, et puis voilà, nous on se comprenait pas quand t'es gamin, évidemment. Enfin, eux ne parlent pas anglais. Moi, je baragouinais un peu d'anglais. Toi, tu débarquais dans le village. Mais par contre, mais en fait, moi, enfin, le gamin que j'étais a été un lien incroyable pour toute l'équipe. Parce que justement, on a cette fraîcheur, on a cette authenticité quand on est gamin qui fait qu'on n'a pas de barrière. Et donc, on va directement aller jouer les uns avec les autres sans vraiment se comprendre. Mais en 5 minutes, 10 minutes, on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes jeux et tout ça. Et donc ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bah, si je peux vivre encore des expériences comme ça, let's go, le snow. Ouais, c'est ça, cool. Quoi. Toi, dès 10 piges, je te dis, je vais me débrouiller pour vivre ma passion. Je pense que ça a été inconscient. Tu vois, cette réflexion-là, elle est venue plus tard. Conscientiser plus tard. Ouais. Excellent. Alors ensuite, donc, tu as des trips et puis pas mal de compétitions. Hein. Tu as été multiple champion du monde, notamment en Big Air. Donc gros compétiteur. Ouais, mais la compète, justement, elle a fait partie un petit peu cette évolution de pouvoir faire du snowboard mon métier. Et puis je pense que ça a été aussi un moyen de mieux me connaître, de mieux me comprendre, de la compétition. Et c'est vrai que pas mal de mes potes, à ce moment-là, quand je faisais beaucoup de compètes, c'était pas le truc le plus populaire dans le snow. La compète, c'était plus les années fun du snow, où c'était cool de beaucoup faire la fête et malgré tout d'aller rider le lendemain, de faire des vidéos, de faire des photos et tout. Et moi, je me suis tenu à faire de la compète parce que je trouve qu'il y avait une certaine rigueur, ça mettait un certain cadre, et puis ça me permettait de progresser, de me challenger face à d'autres riders qui étaient super bons aussi, et de mieux me comprendre. J'ai jamais trop, alors évidemment quand on fait de la compète, c'est pour essayer de gagner, mais pour moi, c'était pas une fin en soi que de gagner absolument. On m'a souvent dit, mes potes, ils me disaient, ouais, mais t'es le plus grand compétiteur qu'on connaisse et tout. Je dis, bah non, oui et non. Mais la compétition m'a permis de
de me challenger et d'aller plus loin vers la connaissance de moi, de ce que je pouvais sortir de ce que j'avais en moi et d'essayer de devenir meilleur. Mais pas meilleur pour écraser les autres, meilleur pour être meilleur, pour essayer de devenir Mais c'est vrai que c'est rigolo parce qu'effectivement, en préparant cette interview, je regarde des docus, je lis un peu et tout ça. Et c'est vrai que ça revient souvent. Et je me suis dit, c'est un sacré compétiteur, le gars. Il se met des défis, il veut y arriver. Et c'est marrant ce que tu dis. Et ça me semble assez cohérent avec ce que tu racontes. C'est que toi, tu avais envie de vivre de ça et la compète, c'était une façon de le faire. Ouais, je savais que ce serait une étape, une phase de ma carrière de snowboarder, que ce serait pas absolu et que j'irais pas. Là aujourd'hui, je vois Shaun White, on a 2 ans d'écart et c'est vrai que ça a été. C'est une légende de la compétition pour le coup. Je trouve que Shaun White, pour le coup, c'est un compétiteur hors norme, mais pour moi, c'est pas un snowboarder au sens large. Ouais. C'est-à-dire que c'est un compétiteur hallucinant. Là, apparemment, il est en train d'essayer de se remotiver pour se requalifier pour aller au JO. Je trouve ça à la fois fascinant et à la fois ça m'inspire pas du tout. Moi, le jour où j'ai arrêté la compète, là maintenant, je regarde les compètes. Je suis super heureux de les regarder d'un peu loin. J'ai plus, ça me motive pas plus que ça de faire de la compète. C'était une de mes questions, tu vois, je me l'étais écrit. Est-ce que ça te manque? Mais alors là, je sens que ça te manque pas du tout. Pas du tout. Et franchement, à partir du jour où j'ai décidé de plus faire de compète sur le circuit international, sur le circuit mondial et tout, ça m'a pas, je me souviens que ça m'a pas, j'ai pas eu envie de me dire, là, ça serait cool de revenir. Parce que j'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais fait le tour, puis j'avais d'autres challenges, j'avais d'autres envies. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à mettre la compète de côté, c'est que je me suis toujours forcé et autorisé à me lancer d'autres défis. Et challenge, on peut comparer challenge à compétition, ce que tu disais un peu tout à l'heure, mais pour moi non, c'est pas du tout la même chose, parce que d'aller surfer Jaws ou toutes choses comme ça, c'est pas être meilleur que quelqu'un, c'est juste prouver qu'on peut faire quelque chose, c'est juste se lancer un défi, de se dire j'ai envie de essayer de vivre cette expérience. Eh ben c'est bien, et puis tu me tends la perche pour une transition toute trouvée sur Jaws. Donc super snowboarder, le surf, tu disais, t'as commencé aussi très tôt. Pour autant, t'es pas un pro surfeur. Bon, tu surfes bien quand on voit les images. T'es un bon surfeur, mais t'es pas un pro rider. Et puis en 2016 ou 2017, je sais plus, mais tu te dis, je vais me lancer un défi. Alors je sais plus si le défi c'était d'aller surfer des grosses vagues ou c'était de surfer Jaws spécifiquement. Alors ça s'est fait. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais aller surfer Jaws alors que j'avais pas surfé de grosses vagues avant quand même. Ça s'est fait un petit peu en évolution. Le surf de grosses vagues est arrivé un petit peu dans ma vie grâce entre autres à Stéphane Iralour et Pierre Rollet, avec qui j'ai mis un peu qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier. On a commencé à aller surfer, faire un peu de tow-in, aller un coup à Bellara, commencer à surfer un peu avec des grandes planches à Parlementia ou à Avalanche. Et puis en fait, très vite, j'ai retrouvé des sensations de snowboard là-dedans, parce que des grandes pentes raides, avec beaucoup de vitesse, avec un état d'esprit qui était aussi beaucoup plus communautaire, où en fait on doit assurer la sécurité les uns des autres. Et ça, j'ai retrouvé l'esprit de la montagne qui s'est un peu perdu dans le surf au quotidien. Ou dans le quotidien, dans le surf de moyenne vague, je vais pas dire petite vague parce qu'il n'y a pas de petite vague, mais où c'est, pour le coup, là, c'est la compétition, quoi. C'est qu'il faut vraiment être... Même avec ton pote, quoi. Ouais, moi, bref, c'est un autre sujet, mais ça me déprime un peu. Et donc, dans le surf de grosses vagues, je retrouvais cet esprit de pote où t'es sur le parking, tu regardes la mer et tu dis waouh, tu regardes des séries, tu fais ok, bon, c'est gros, allez, on y va les gars, allez, on se motive ensemble, on se change ensemble. Chaque fois qu'il y en a un qui rame sur une vague, on s'encourage, on regarde s'il sort de la vague, s'il a bouffé, on regarde si tout va bien. Et donc toute cette démarche-là, elle m'a beaucoup plu. Donc petit à petit, on a commencé à aller à Bellara, faire 2-3 sessions, et puis j'avais pas
nécessairement prévu d'aller ni à Nazaré ou à Jaws ou quoi. Mais en 2016, en fait, je vais faire le bank slalom. C'est une compète légendaire de snow, la plus vieille compète de l'histoire du snow, qui s'appelle le Legendary Bank Slalom à Moonbaker. Et c'était une compète que j'avais gagnée en tant que junior. Et là, j'y retourne pour les 30 ans où ils me réinvitent. Et je sais que là, pour le coup, c'était un objectif que je m'étais fixé, plus ou moins en me disant, ça serait ouf que je gagne cette compète un jour. Et j'y vais en 2016 et puis tout se passe trop bien et je la gagne en snow, alors que j'avais arrêté un peu les compètes. Et donc je m'étais dit en snow, qu'est-ce que je peux me mettre comme, là à ce moment-là j'avais des challenges en snow, il y en avait plus trop, même si il y en a toujours, mais là je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire, peut-être aller vers le surf de gros, et Jaws ça pourrait être quand même, c'est l'icône du surf de grosse vague, c'est par cette vague-là que tout est arrivé, donc pourquoi pas. Et en fait c'est surtout que le challenge d'aller jusqu'à surfer Jaws m'a apporté énormément dans le cheminement jusque-là, en fait. Il y a une espèce de phrase cliché qui dit c'est pas l'important n'est pas la destination mais le voyage, ou une connerie comme ça. Mais c'est con, mais c'est ça, quoi. Et que d'aller, de me lancer ce défi, ça m'a permis d'aller pour la première fois de ma vie à Hawaï, ça m'a permis de rencontrer Jerry Lopez, ça m'a permis de découvrir l'apnée avec Guillaume Néry, ça m'a permis de reconnecter avec Kepa Acero et de faire un trip incroyable en Indonésie. Ça m'a permis de faire un joli film avec un de mes meilleurs potes qui est Morgan Le Faucheur. Ça m'a permis plein de choses, en fait. Et la finalité d'aller surfer Jaws, de prendre une bonne vague à Jaws, c'est trop cool, mais c'est pas ce que j'en retiens. Alors le docu, il est ouf, hein. D'ailleurs, je le conseille à tous ceux qui l'ont pas vu. Ça s'appelle Chaka. Donc on te suit effectivement pendant un an et demi de préparation. 2 ans, j'allais dire 2 ans de préparation en apnée, en repérage. On te voit débarquer à Oahu, du côté de Backdoor, Pipeline et tout. Et alors il y a un truc qui est marquant. Tu le dis, c'était les premières fois que tu es allé à Hawaï. Et toi, t'es Mathieu Crépel, t'es un snowboarder, mais là-bas, je pense que les gens, ils sont cag complets, quoi. Et c'était une de mes premières questions. C'est quoi la différence d'ambiance entre le monde du snowboard professionnel et du surf professionnel, si on pouvait le comparer? Je sais pas si les surfeurs vont aimer que je dise ça, mais je trouve. Je trouve que c'est le surf est peut-être, et ça vient peut-être du fait que la vague, même s'il y en a, quand on n'est pas initié au surf, on se demande pourquoi les surfeurs sont aussi addicts et aussi possessifs de la vague ou quoi, parce qu'en fait il y a une succession de vagues qui vient. Quand on n'est pas initié, on voit une vague, c'est une vague, quoi. Et non, en fait, quand on est surfeur, chaque vague est différente. Et dans une même série, la première vague va pouvoir être bonne et la deuxième moins bonne et machin et tout ça. Et ça fait que il y a une compétition qui est forte et il y a une sorte d'individualisme de facto qui s'instaure dans le surf, quoi. Qu'il y a moins en montagne parce que sur une même montagne, il y a moyen de faire plein de lignes différentes et que alors c'est plus cool d'avoir la première trace, mais si quelqu'un a déjà mis une trace devant, tu te régales quand même aussi. Donc il y a ce côté-là où le côté éphémère d'une vague et le côté unique qui fait que on a envie de se battre tous pour la même vague, alors que en montagne il y a moins ça. Non, et après à Hawaï on peut comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que ça cristallise énormément c'est un mythe, c'est super impressionnant parce que c'est vrai que pour le coup la puissance des vagues est hallucinante, mais vraiment moi ça m'a choqué au début le premier jour où je suis allé à Pipe, c'était pas très gros, mais tu fais un premier canard et là tu te fais dégommer, quoi. Ok, donc on n'est pas sur le même rapport là. Et puis après on peut comprendre que c'est une petite île qui s'est fait envahir par le monde du surf, et les locaux, c'est normal que ils aient le privilège
de prendre les vagues qu'ils veulent et de s'autoriser, d'avoir mis des règles en place qui les autorisent à faire un peu ce qu'ils veulent par rapport aux autres. Moi, ouais, je trouve pas ça totalement délirant. Voilà, le respect va dans les deux sens, forcément. Mais quand on arrive et qu'on n'est pas local, ça donne pas tous les droits, parce que des fois, les locaux, que ce soit à Hawaï ou ailleurs, s'autorisent, outrepassent le respect. Mais ouais, c'est pas totalement délirant de se dire que les locaux, ils sont au sommet de la hiérarchie, et c'est vraiment ça. Et vraiment, à Hawaï, plus qu'ailleurs, il y a une hiérarchie, et pour le coup, à Hawaï, elle est assumée, elle est dans les codes, non écrits, mais c'est dans les codes, et elle est respectée. Et alors, ce qui est assez mythique, c'est que donc t'as les locaux, donc il y a notamment, je crois, les Black Shorts qui sont sur le spot. Il y a tous les surfeurs pros, tous les mecs qui sont là, les pseudo locaux, c'est-à-dire les gars qui viennent depuis 20 ans, même spot et tout ça. Et ce qui est même rigolo, alors moi j'ai adoré dans ce docu, c'est que on voit des mecs qui te branchent sur le parking en te disant non mais gars, va pas surfer là-bas, tu vas mourir. Tu prends des conseils de surfeurs qui te disent ouais si tu le sens, si tu le sens pas de toute façon ça ira pas. Enfin tu vois, il y a un truc très très froid, et c'est vrai qu'on se met à ta place. Et souvent, tu vois, alors toi, t'es sur des énormes vagues à Hawaï, mais il y a toujours ce truc un peu de l'imposteur quand on arrive un peu dans le milieu de la glisse. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on se retrouve un peu dans tes chaussures quand la première fois qu'on démarre quelque chose, un nouveau sport, ou qu'on arrive sur un nouveau spot. Est-ce que toi, t'as kiffé cette posture de l'imposteur ? Alors moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai ce syndrome de l'imposteur, je l'ai tout le temps en fait. même dans le snow, parfois je peux l'avoir. Enfin donc ce qui permet de rester un peu à sa place aussi d'une certaine manière. Mais là-bas, imposteur, je sais pas. Mais en tout cas, parfois pas à ma place. Ou de me dire. Moi, je savais ce que je voulais faire et quel était mon objectif, mais de me retrouver là, me dire, voilà, c'est chaud quand même. Ouais, puis en plus, t'as fait venir, t'as l'équipe de réalisation, t'as le sponsor et tout. Tu peux pas juste dire, ouais, en fait, les gars, c'était pas une bonne idée, quoi. Ouais, non. Après, peut-être, pourrais, mais... peut-être que c'est aussi ce qui m'a motivé à aller jusqu'au bout et tout, mais je crois pas. Donc, c'est pas parce qu'il y avait un film à faire qu'on a été au bout, mais ouais non, c'était et plus à Pipeline qu'à Jaws. J'ai vraiment à Pipe, c'est parce qu'en fait on était dans une maison qui était juste devant le spot où il y a tous les locaux qui passent. On était j'étais quand même introduit entre guillemets par la famille Rothman, donc on avait fait un trip un an avant, un trip snow où j'avais rencontré quelques années avant Koa Rothman, qui est le fils de Eddie Rothman, qui est le shérif, un des cofondateurs des Black Shorts, et qui est un des plus énervés, qui a été un des plus énervés, voilà, qui a 65 ans encore, qui est massif, qui est hallucinant. Et je me suis dit, bon, avec ça, ça va être un peu facilité. Et en fait, tu te rends compte que que dalle. Une fois à l'eau. Ouais. Premier jour, Koa, il m'a dit bon, mais je passe te chercher à la maison, on y va ensemble. Mais une fois à l'eau, il fait sa vie. Et puis voilà. Et puis ouais, je me suis rendu compte que j'avais à juste titre, mais que j'avais aucun passe droit, que j'étais, il allait pas me prendre par la main et me dire allez viens, on va prendre une bombe. Mais ce qui paradoxalement on a fait à la montagne, tu vois, c'est que quand on l'a amené sur le trip snow avec nous. Moi je lui ai amené du matos, je l'ai équipé de la tête aux pieds, et puis voilà, on a essayé de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il se régale. Et à l'inverse, moi il m'a laissé faire mes preuves. Donc c'est un état d'esprit un petit peu différent, mais c'est comme ça. Bon, ce qui est mythique, donc je fais un petit spoiler, mais bon, quand on voit la bande-annonce, on sait que tu finis par aller sur Jaws, on te voit partir et tout ça. Tu fais une session, en tout cas une vague qui me semble carrément descente, en tout cas un truc de ouf. Et alors ce qui m'a marqué, c'est que tu fais cette vague, tu vas au bout, et je te sens pas super content. Si, je suis content, mais c'est tellement d'implications, d'émotions, de choses que c'est dur à ce moment-là. On se rend pas compte de la taille de la vague et tout. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que
Pareil on n'a pas pu tout mettre et on n'a pas raconté parce qu'on aurait pu faire un film que sur la session de Jaws parce que c'était épique. Enfin, il s'est passé on est parti 2 jours avant de Oahu pour aller. Il y avait donc on est arrivé à Hawaï 10 jours avant et donc le swell commençait à grossir. Enfin, la dépression commençait à se creuser et donc j'arrive et Koa me dit bon bah t'as vu il y a un swell, il va y avoir genre c'est un des plus gros swells qu'on a jamais vu pour Jaws donc ta session tu vas la voir. Il y a des mecs qui disent c'est le plus gros swell de la décennie. Ouais mais vraiment hein, c'était l'angoisse. Huge. Il y a eu des vagues vraiment qui sont passées qui étaient hallucinantes. On est arrivé le matin à 7h du mat avec Kaileni en tow-in, c'était irréel quoi. Mais donc on part d'Oahu, on était dans la voiture pour aller prendre l'avion pour aller à Maui et là il y a eu une alerte à la bombe mais genre missile, un truc on entend à la radio, sur nos téléphones des trucs mais hallucinants et apparemment on sait pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas on sait pas si c'était un test grandeur nature ou si vraiment mais c'était un moment où il y avait des tensions entre la Corée et les US. Et il y a eu une alerte au missile. Ah, t'as raison, je me rappelle de cette histoire. Sur Hawaï. Avec les vols annulés, bordel absolu à Honolulu, enfin hallucinant. Donc déjà chaud. On arrive à Maui. Il y avait un trail en même temps ou un Ironman ou un truc, donc impossible de trouver un hôtel, de trouver un truc. On se retrouve à dormir à 5 dans une chambre d'auberge de jeunesse. Mon gun rentrait même pas dans la chambre, donc obligé de le laisser sur le palier. Le lendemain matin, on se retrouve au port à 4h du mat pour prendre le bateau pour partir. Avec tout le monde, où moi je me retrouve là, waouh, enfin, je prends tout ça dans la gueule, à me dire, waouh, ok, ça y est, là on y est. Et puis on n'avait pas tout géré super bien, tu vois. Moi j'avais pas de sécu en jet, donc j'étais tout seul. Je me suis jeté du bateau tout seul. Pour le coup, Koa il est parti surfer avec son frère, il y avait son frère, il y avait les frères Florence et eux ils sont partis de leur côté et ils sont pas venus avec nous. Donc moi j'avais personne pour ne serait-ce que me dire ok place-toi un peu là. Donc je me suis mis à l'eau direct et puis je suis resté dans le chenal un petit moment pour essayer d'observer et je suis resté à l'eau 6 heures pour prendre une vague et demie quoi. Donc c'était chaud et puis et de comprendre que au début j'étais placé un peu bas et en fait j'étais dans l'endroit où la vague était la plus creuse. Enfin il y a 2 spots un peu pour de take-off, il y a le pic principal au fond où là il y avait tout le monde et il y a un pic un peu plus bas où il y a des vagues qui décalent, mais sauf qu'en fait ces vagues-là qui décalent, elles sont encore plus creuses parce que c'est un endroit où il y a moins d'eau, où le riff ressort un peu plus. C'est là où normalement ça fait le tube. Encore plus technique à prendre. Quoi. Et ça, je savais pas, personne m'avait rien dit, donc moi j'étais là à essayer de partir sur des vagues qui étaient ultra creuses. Et puis quand j'ai commencé à capter, je suis remonté un petit peu, et puis c'est là que j'ai réussi à avoir une autre vague. Mais j'ai tout découvert et tout ça on l'a pas raconté, on aurait pu le raconter, mais je me suis retrouvé vraiment assis sur ma planche. Une planche qui était même pas assez Koa qui m'a prêté une planche parce que moi j'avais même pas de gun assez gros pour surfer, donc une planche que j'avais jamais surfé et je me suis retrouvé là, donc ça peut être un peu c'était si on se place du point de vue vraiment sécurité et tout, c'était presque limite une connerie, sauf que je savais que je m'étais préparé vraiment fort, toute la préparation physique, mentale et tout que j'ai faite en amont. Je m'étais jamais autant préparé, même pour les JO, pour les grosses compètes de snow, pour les championnats du monde et tout. J'avais jamais été aussi loin dans la préparation que j'ai faite pour aller à Jaws. Bon, en tout cas, on te voit choper cette vague et c'est absolument mythique et c'est un régal. Et je le répète, regardez ce docu. Il y a énormément de joie, hein, mais c'est vrai que c'est un peu intériorisé. Marrant, je me suis dit, c'est marrant. Est-ce que tu étais déçu ? Enfin, il y a un truc dans ton visage, dans ton attitude. Je sais pas. Je pense que c'est aussi tu vois, on en revient au syndrome de l'imposteur, de me dire ok, j'ai pris une vague, mais est-ce qu'elle est cool cette vague ? Est-ce que dans le monde, et parce que je me positionne pas en tant que snowboarder qui va surfer Jaws, je me positionne comme surfeur qui va surfer Jaws quoi. Et alors que c'est peut-être une connerie, hein, mais est-ce que cette vague va être reconnue dans le monde du surf ou pas ? C'est ça qui m'importait. C'était pas qu'elle soit reconnue dans le monde. C'était ok. Est-ce que les surfeurs ils vont dire ok, respect ou pas ? Ils ont dû dire un peu respect. J'espère. Énorme. Alors c'est ça qui est super avec toi, c'est que du coup on va passer de Jaws
à la Transat Jacques Vabre, je te propose. Parce que t'as fait 40 000 trucs, on va pas avoir le temps de tout faire sur Mordu. Ouais. On va faire les highlights. Et puis, il y en a un, c'est tout récent, c'est que tu reviens de la Transat Jacques Vabre, quoi. Tranquille. C'est ça. Tu viens de passer un mois en mer. C'était ta première participation. Je sais pas si c'était ta première transatlantique, mais assez probablement. C'était même ma première véritable expérience de voile. Alors comment l'idée a germé, comment ça s'est passé cette affaire? Alors ça s'est fait comme souvent par une belle rencontre, par une opportunité par un hasard où il y a en juin 2020. Je monte en Bretagne, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'allais en Bretagne. Je monte voir les potes des Lost, passer une semaine chez Nono. Donc les gars de Lost in the Swamp. Ouais. Et je vais aussi pour vous rencontrer, enfin pas pour rencontrer parce qu'on se connaît, mais pour parler d'un projet que j'ai d'une série d'expéditions entre les courants marins et les glaciers, pour parler de ça à Roland Jourdain, qui est aka Bilou, qui est un grand navigateur et qui a monté depuis quelques années un fonds de soutien à des explorations autour du changement climatique ou de l'exploration de la faune, de la flore et tout ça. Et donc au cours d'un repas, Roland nous dit j'ai invité Stan aussi à venir, tu vas voir, il adore la montagne, il adore le snow, et puis vous avez les mêmes sensibilités. Et donc Stan vient à ce repas, on chatte, le lendemain il nous emmène naviguer sur son bateau. Et puis on sympathise, on se rend compte que on a vachement de sensibilités similaires, à la fois sur l'engagement qu'on veut donner à notre pratique par rapport au message qu'on veut transmettre. Et lui, il se pose des questions sur comment donner du sens à la course au large. Il a un bateau, il prépare des courses, mais il veut s'engager un peu plus et il voit ce qu'on fait avec la Water Family, il trouve cool. Et il me demande des infos, il s'implique. C'est quelqu'un de très très impliqué, très généreux dans l'énergie qu'il donne et tout ça. Et puis en discutant avec son sponsor, il prépare la Jacques Vabre. Et puis son sponsor et lui disent pourquoi on ferait pas la Jacques Vabre avec Mathieu en mettant en avant les valeurs de la Water Family. Et donc il m'appelle, il me dit Matt, il m'appelle. Je crois que j'ai repris les messages et tout. C'était en novembre, donc un an avant le départ. Et j'avais fait 3 fois de l'Optimist quand j'étais gamin, 4 fois du Hobbycat à la maison parce qu'on a récupéré un vieux Hobbycat qu'on a retapé un peu, mais ça s'arrête là, quoi. La course, la voile et la course au large, c'était 0 expérience, quoi. Et je dis mais Stan, j'ai aucune expérience. Il me dit t'inquiète, fais-moi confiance, on va faire de l'entraînement, tu vas venir t'entraîner avec moi et tout, mais il y a pas de souci, ça va le faire. Je dis bien sûr, quoi. Évidemment, quoi. Et puis voilà, quoi. Et donc on a commencé les entraînements et les qualifications au mois de juin 2021. Et puis voilà, en quelques mois, je me retrouve sur la ligne de départ de la Transat Jacques Vabre avec tous les plus grands marins français internationaux sur une des courses les plus mythiques de la course au large. C'était quoi ton meilleur souvenir alors de cette traversée? Il y en a pas mal et je pense que j'ai encore pas fait le récap total de l'aventure parce que on a fait 23 jours, 11 heures. Le départ reste épique parce qu'en fait il y a vraiment eu un départ épique, il y avait pas mal de vent, il y avait beaucoup de houle. Et puis on se retrouve à faire un départ de malade. On pensait avoir mordu la ligne et pris 5 heures de pénalité, et en fait je pense qu'on est passé à la seconde près, mais on fait le meilleur départ. Enfin on se retrouve devant, la folie. On est parti, on était 80 bateaux au départ, 79 exactement, mais folie, quoi, et d'être bord à bord avec tous ces bateaux. Et puis ensuite petit à petit de continuer à apprendre parce que j'avais encore plein de choses à apprendre. Il y avait plein d'automatismes que j'avais pas encore, mais c'est une opportunité de dingue de se retrouver là, d'apprendre à naviguer aussi vite sur un bateau de course, sur une transat. J'en reviens toujours pas, quoi. Mais après, oui, non, il y a eu des moments de malade où on a été chopé pas mal de vent. On a eu des grosses houles au large du Portugal et au large du Maroc,
où on a fait des gros surfs. Là, on était au portant, donc vent qui vient avec nous, un peu de vent 3/4 arrière, et dans des creux de 3, 4, 5 mètres, et où là, c'est de la glisse, quoi. C'est du surf, mais sauf que c'est du surf sur une planche de 12 mètres, quoi. Avec des voiles qui te poussent. Donc c'est génial. Et puis en même temps, c'est dur, c'est long. On a beaucoup souffert de la chaleur une fois arrivé au Cap-Vert. Les alizés étaient pas très bien en place. C'est pour ça que toute la flotte a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ça a été une transat très très longue. Et donc on est descendu très au sud pour essayer de choper du vent qu'on n'a pas vraiment trouvé. Donc on a énormément souffert de la chaleur. Il y a des journées qui étaient très très longues. On a eu 10 jours où c'était dur, c'était long. mais tout ça, on oublie. On se rend compte à quel point le temps est juste relatif en fait à ce qu'on vit, quoi. Et que 1 heure en mer peut représenter 1 minute à terre, et on se rend compte que dans notre quotidien, on court après le temps en permanence, on manque toujours de temps. Et moi le premier, parce que je suis un boulimique d'activité, j'ai envie de faire 1000 trucs dans une journée. Et avec toutes les activités que je fais, le matin, quand je regarde les prévisions, qu'il y a du vent pour aller faire du parapente, mais qu'en même temps, il y a une bonne session pour aller faire du foil ou un truc, et qu'en même temps, il a neigé, et truc, je fais, qu'est-ce que je fais? J'aimerais que les journées, qu'il n'y ait pas de nuit, quoi. Mais en fait, non, et grâce à la voile, on a un autre rapport au temps, et c'est assez cool. C'est sympa, des trips en bateau. Moi, alors il y a un truc qui m'avait amusé. On a eu Damien Castera ici, avec qui tu as fait pas mal de trips. Et Damien, c'est un surfeur. Et il me racontait la première fois qu'il s'est retrouvé en haute montagne, en tout cas en montagne avec toi, je sais plus, c'était au Chili, vous êtes retrouvé dans du brouillard, du vent. Premier, au Chili, au Chili ça a été chaud, mais c'était notre deuxième trip Odyssea. Le premier c'était en Alaska, où je l'ai emmené. L'Alaska, c'est un peu la Mecque. Et il me dit, mais attends, je me suis retrouvé un des premiers soirs, la paumée, il y avait du brouillard, j'avais peur, il y avait des crevasses et tout ça. Et il me dit, mais attends, moi je suis surfeur, mais c'est là je me suis aperçu qu'un surfeur c'était un plagiste, quoi. Et alors quand on met un montagnard comme toi en haute mer, qu'est-ce que ça donne? J'ai pas eu de crainte, j'ai pas eu de peur, déjà parce que j'avais une grande confiance en Stan, qui m'a bien mis en confiance, qui m'a bien accompagné, et puis parce que je pense que malgré tout, j'ai été quand même, à travers mes pratiques, j'ai été exposé à la peur depuis gamin, donc je sais comment la gérer un petit peu. Et puis en fait, moi ce qui me faisait peur, les craintes que j'avais avant de partir, justement, c'était plus d'avoir peu de vent et que ça soit long, et de me retrouver à tourner en rond, et d'avoir, je pense que ça peut m'arriver d'être un peu hyperactif sur certains côtés, et d'avoir justement ce côté où on est sur un bateau qui fait 12 mètres par 4. On peut pas courir, on peut pas marcher, on peut pas nager, parce qu'en fait, ce qui est fou avec les marins aussi, c'est qu'ils passent leur temps sur l'eau, mais ils ne vont jamais dans l'eau. Enfin, en tout cas en course. Là, il y a une fois où Stan m'a dit, faut aller voir la quille et tout. J'ai fait, trop bien, j'y vais. J'ai sauté dans l'eau et j'ai été voir. Mais sinon, et donc c'est dur. Et donc j'avais plus de crainte sur le vide, d'avoir à rien faire, de devoir attendre que le temps passe, que d'avoir des grosses tempêtes et être dans l'action et tout. Et en fait, on a eu des moments où le vent était fort, où il y avait beaucoup de houle et tout, mais on n'a pas eu de grosses tempêtes. Et j'aimerais bien vivre ça un jour quand même. Voir justement comment je le vis. Mais ça m'attire vraiment. Enfin, j'aimerais vraiment voir ça, 40, 50 nœuds, devoir prendre 3 riz, de se faire balloter dans tous les sens. Que ça dure pas trop longtemps, mais ouais. Mais non, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de... Ça, c'est quand tu te feras le Vendée Globe en solitaire. Pas sûr. Énorme. On va revenir sur la Water Family, Odyssea, on l'évoquait. Tu as un engagement assez fort envers la protection de l'environnement. Est-ce que tu peux revenir sur ces initiatives que tu portes ? Ouais, mais ça c'est pareil. Je pense que ça s'est construit. On en revient en fait à la base, et ça s'est construit par le cheminement géographique et familial en fait. Le fait que parce que l'association de la Water Family a été créée par mon père avec des amis, où moi j'étais dans le c'était des petites réunions à la maison qu'on faisait le soir, qui tardaient un peu, et l'association a émergé comme ça.
d'abord, c'était un événement sportif, c'était une odyssée du Flocon à la Vague qui partait du sommet du Pic du Midi et qui suivait l'Adour jusqu'à son embouchure sur la côte basque, avec différentes activités sportives et qui ont aidé à sensibiliser au cycle de l'eau. Et donc voilà, c'était un petit truc totalement. C'est ouf. Un des concepts, c'était notamment d'essayer de rider un peu toutes les formes de l'eau. Et ensuite, je crois que vous faisiez aussi des conférences dans les écoles. C'est ça. C'est qu'en fait, ça a été créé en 2009 et on s'est rendu compte que les populations de l'amont et de l'aval se parlaient pas trop, et avaient pas trop conscience qu'elles étaient sur le même, sur la même chose en fait, que ce qui se passait en amont avait un impact sur l'aval et potentiellement inversement aussi. Et assez vite, je sais pas trop comment ça s'est fait, c'était un peu par hasard, mais ça a été d'inviter des classes du Pays Basque à venir en montagne et inversement. Et on s'est rendu compte qu'avec les gamins, le message passait trop bien et que c'était eux qui étaient en charge du futur. Et donc c'était eux qu'il fallait sensibiliser à bloc et donc ça s'est fait petit à petit. Mais c'est parce que en fait on a eu ce parcours toute notre vie depuis que je suis tout gamin et que c'est un environnement qui nous a fascinés et qui et puis toutes les valeurs de l'asso aussi, c'est de la transmission, et c'est de la transmission entre mes parents et nous et moi et ma sœur, et ensuite c'est de la transmission entre nous, les champions qui avons un message ou une expertise dans un certain domaine, qui avons envie de transmettre aux enfants qu'on sensibilise. Et puis c'est une jolie c'est une petite histoire qui est devenue quand même assez grande, quoi. Ouais, je crois que tu es en train de monter un projet pour sensibiliser sur la fonte des glaciers dans les Pyrénées et d'aller un peu plus loin sur la compréhension de pourquoi nos terrains de jeu évoluent, comment ils évoluent, qu'est-ce que ça va engendrer sur le quotidien, à la fois notre quotidien de pratiquants outdoor, mais pas que. Et en fait, on commençait à m'intéresser à des articles scientifiques et tout. J'ai vu, maintenant c'est un peu plus connu, mais c'était il y a 2-3 ans. Il y a quelques scientifiques qui ont commencé à dire, en fait, tout ce qui se passe, toute la fonte des glaciers terrestres a potentiellement un impact sur l'évolution des courants marins. Et les glaciers et les océans sont les deux régulateurs thermiques principaux de la planète. Et donc, dans un schéma de changement climatique, je trouve que c'est assez intéressant d'aller voir ça. Et surtout pour moi, qui ai cette sensibilité à la fois de neige solide et de neige d'eau, d'eau solide et d'eau liquide. Et donc voilà, donc là un premier projet cet hiver dans les Pyrénées, parce que je suis très attaché au territoire des Pyrénées. Voilà, c'est mes origines, c'est mon cœur qui est là, et que malheureusement les glaciers pyrénéens sont presque déjà, il en reste un peu, mais sont presque déjà morts, déjà finis. Donc essayer de faire un petit laboratoire, de comprendre si on n'évolue pas vers un peu mieux, d'essayer de ralentir en tout cas cette fonte, même si inéluctablement a priori ça va s'accélérer, ou ça va arriver, mais d'essayer de comprendre ce qui va se passer en fait, juste sur notre quotidien. Tu as annoncé une nouvelle très récente qui a fait un petit peu de bruit, on va dire, dans le business de la glisse. Tu pars de chez Quicksilver. Ça faisait 25 ans que tu étais dans la famille Quicksilver. D'ailleurs, ça m'a marqué, puisque quand tu as annoncé ça, que tu partais de chez Quicksilver, tu as dit que ça a été une décision difficile à prendre. J'ai l'impression de quitter une famille. Ça veut dire quoi, quitter une famille, quand on parle de sponsoring ? Le sponsoring est une marque qui nous soutient depuis, là pour mon cas c'est 25, même un peu plus, peut-être 27 ans, ouais, si on considère que mon premier trip au Groenland 10 ans, 37, ouais c'est ça. C'est il y a la marque, il y a le logo, il y a tout ça, mais c'est surtout les gens qui sont derrière, qui font avec qui on collabore, avec qui on monte des projets, avec qui nous soutiennent. Et donc forcément en 25 ans, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, et il y a plein de gens avec qui j'ai tissé, lié des liens qui sont
qui sont très forts et qui resteront et qui ont compris ma décision au moment où on en a parlé et tout. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose, enfin la beauté des liens qu'on a créés. Mais oui, ça a été une décision difficile parce que comme tu le dis, je suis fidèle, que j'avais du côté Quick, j'avais pas forcément de raison de partir. Mais de l'autre côté, il y avait un projet qui était très intéressant. Et donc tu rejoins Oxbow. Et donc je rejoins Oxbow et qui est aussi une belle famille et c'est des gens, alors la marque, évidemment que la marque me plaît, c'est une marque qui est emblématique, qui a un héritage fantastique, qui a vu passer des légendes absolues dans leur team, et donc de retrouver mon nom associé à ces légendes, c'est génial. Ouais, Kyle Henny, Antoine Del Perro, enfin il y en a, Jean Nerva, enfin tu vois, il y en a plein, c'est fou. Mais c'est aussi les gens, voilà, tout le monde le sait peut-être pas encore, mais Oxbow a été repris il y a un peu plus d'1 an par des gens passionnés, par des gens qui ont envie vraiment de redonner tout son éclat à la marque, de mettre des valeurs fortes dans l'ADN de la marque, et tout ça m'a plu. Et ça m'a plu parce que ils ont été courageux déjà de venir me chercher et de me proposer. C'est pour une marque, quand tu dis on va essayer d'aller sortir Mathieu Crépel de chez Quick, c'est ok, bravo, c'est couillu, excusez-moi l'expression. Mais et puis ensuite leur projet était beau, et puis par rapport à l'engagement, c'est aussi ça colle complètement avec ce que je suis aujourd'hui, ce que je veux continuer à être, avec l'engagement que je veux avoir et les convictions que j'ai. Quick, c'est une grosse machine, c'est une très belle marque. Il y a plein de gens exceptionnels qui ride pour Quick, qui sont chez Quick. Voilà, je garderai toujours un respect absolu pour cette marque. Mais c'est un gros paquebot qui avance avec ses forces et ses faiblesses. Et aujourd'hui, je me retrouve peut-être un petit peu plus dans le côté un petit peu plus simple, un petit peu plus authentique chez Oxbow, et avec la possibilité d'être plus réactif sur des projets. Voilà, l'éco-responsabilité au niveau des produits est complètement au cœur de l'ADN de la marque, et pour moi ça c'était vraiment super important, et de pouvoir être en accord avec ces valeurs-là sur les trips que j'ai envie de faire aussi, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est vrai que les docus, les valeurs que j'ai envie de mettre en avant, c'est plus de la performance pure sur la board, c'est juste d'utiliser nos pratiques outdoor comme moyen de transmettre des messages. Et c'est sûr que j'ai toujours envie de faire du snow, du surf, du parapente, de la voile, tout, mais voilà, je vais pas aller faire des triple corks en snow dans un pipe, quoi. Ça c'est fini. C'est fini. C'est autre chose, c'est plus aller vers l'émerveillement, vers la connexion avec la nature, vers l'adaptation, les rencontres et tout ça, ouais. Et qui sont dans les valeurs que Oxbow a et veut affirmer dans le futur. Bon, un nouveau chapitre d'une vie bien remplie. Ouais. J'ai 2 dernières questions pour toi. En termes de prochaines expériences. Alors là, je te parle en termes de ride. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas essayé, que tu as envie de faire? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Là, j'ai très envie d'aller faire du snowboard. Ouais. C'est vrai qu'on a eu, même si la saison dernière était cool, où j'ai vraiment apprécié cette saison un peu plus lente, un peu plus, où il a fallu s'adapter, où il a fallu aller beaucoup plus, faire beaucoup plus de splitboard, et de prendre justement le temps d'apprécier chaque virage, parce que quand tu montes en split, tu fais pas 15 montées. Hein. Donc le splitboard, c'est cette planche de snowboard qui se sépare en deux, qui permet de monter, faire du snowboard de randonnée. Ouais, mais donc là, cet hiver, les stations réouvrent, donc ça va être un peu plus classique, même si, moi je pense que je vais m'attacher à faire pas mal à aller marcher encore pas mal. Mais ensuite, non, ouais, j'ai vraiment envie de surfer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un trip avec des très très bonnes vagues, donc ça me manque. Après, là, depuis 1 an, je fais pas mal de foil aussi, surf foil, et j'ai bien aimé, parce qu'encore une fois, je trouve que dans les sensations, on va vite sur l'eau,
et que les appuis sont assez proches des appuis du snow. Et dans les courbes aussi, on peut prendre beaucoup d'angles et tout. Et puis avec la découverte de la voile, le vent avant, pour moi, c'était un truc que j'appréciais pas. En snow, le vent, c'est horrible. En freestyle, c'est le Surf, truc. C'est, pareil. en surf, c'est pareil. Et maintenant, je fais du parapente et de la voile et j'apprécie le vent. Et donc pour combiner tout ça, peut-être faire un peu de... J'aimerais bien apprendre un peu à faire de la wing. Peut-être un peu de kite. J'ai fait un coup du kite à la Martinique là, et justement Alex depuis des années me dit bah viens faire du kite avec moi et tout. Je dis ah non, le kite, trop de matos, l'aile, les lignes, la board, le harnais, la pompe, le truc. Non là c'est pas possible. Moi, il faut que ce soit simple. mais pourquoi pas. Excellent. Bon, alors on arrive à la fin de cet épisode. La dernière question, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre sur Mordi pour un prochain épisode? Allez, un Victor Davier. Ah, je le connais pas, Victor. Tu connais pas Victor Davier? Bah, c'est un snowboarder, super snowboarder. Génération un peu après moi, même génération que Victor Delerue. Ouais. Ils sont très très potes. Et Victor, c'est un rider qui est aussi très engagé, à la fois sur la sécurité en montagne, à la fois sur plein de choses. Voilà, c'est un vrai bon gars, un bel humain. Donc je pense que ce serait intéressant de l'interviewer. Génial, eh bien, on va contacter Victor. Mathieu, un grand merci. Merci à toi. C'était un plaisir de t'écouter. J'espère que j'ai pas fait trop long. Ah non, c'était un régal. Et puis c'est chouette de voir voilà, toute cette envie là, qui émane de toi, de rider, de t'éclater, de rencontrer. C'est chouette. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir, merci. Salut, ciao. Ciao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce moment avec Mathieu. Son enthousiasme et sa fraîcheur sont communicatifs. On va suivre de très près ses prochains projets. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à mettre vos commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes de 2 potes de Mathieu. Damien Castera, le surfeur qui part à l'aventure aux 4 coins du monde, ou Alex Kezerg, le kitesurfer toujours prêt à relever les défis les plus fous. Vous devriez apprécier. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très vite sur Mordu. On a du lourd qui arrive très bientôt. Allez, ciao!